1967, j'arrive au Mans. La Formule 1 version 3 litres est désormais bien rodée. Cooper a remporté la dernière course de l'année 66 grâce à John Surtees et a également brillé à Kyalami où Pedro Rodriguez a remporté la première victoire de sa carrière. En mai, les Brabham à moteur Repco se sont de nouveau illustrés grâce à la première victoire en Grand Prix de Denny Hulme à Monaco. Puis à Zandvoort, Colin Chapman a sorti sa dernière arme, la Lotus 49, dotée du nouveau moteur Ford Cosworth Double 4 Valves. Pour sa première course avec cette voiture, Jim Clark l'a emporté. 2 semaines plus tard, c'est au tour de Dan Gurney de gagner en Belgique au volant d'une de ses Eagle à moteur V12 Westlake. 4 courses, 4 vainqueurs, 4 voitures, 4 moteurs. Grâce à sa 4e place en Afrique du Sud et sa 3e en Hollande, Denny Hulme est en tête du championnat du monde. L'écurie Walker se débat en queue de classement. Seifert a terminé 4e à Watkins Glen en 66, mais en 67 il a cassé 2 moteurs, fini 10e à Zandvoort et 7e à Spa. Jackie Stewart est toujours chez BRM. Il doit choisir entre l'inhabituel et peu fiable moteur H16 ou le faiblard V8 de 2 litres 1 qui équipe la monoplace numéro 10 lors du championnat hivernal de Tasmanie. Ce moteur s'est bien comporté à Monaco où la puissance n'est pas l'élément le plus important. Les 2 Eagle américaines sont pilotées par Bruce McLaren et Dan Gurney, le patron de l'écurie. Le choix du Mans et de son nouveau circuit Bugatti construit au milieu du parking, derrière le paddock réservé aux 24 heures, n'a drainé que peu de spectateurs. Fêter ici l'anniversaire du premier Grand Prix de France, couru au Mans en 1906, n'était pas une raison suffisante pour courir l'édition 66 sur un circuit au tracé si simpliste. Ferrari est venu avec 2 voitures, mais un seul pilote, Chris Amon. Son coéquipier, Mike Parks, a été gravement blessé aux jambes dans un terrible accident survenu à Spa. Quant à Ludovico Scarfiotti, témoin de l'accident, il a décidé de s'éloigner quelque temps des circuits. Le moteur Ford Cosworth DFV développant près de 400 chevaux, le V12 36 soupapes de la Ferrari n'est donc plus le moteur le plus puissant sur le circuit. Jim Clark, vainqueur aux Pays-Bas, s'efforce de suivre le rythme imposé par son coéquipier Graham Hill, nouveau venu dans l'écurie Lotus, après 7 saisons chez BRM. Graham, en dépit de problèmes d'allumage, décroche la pole à 1/10 de seconde devant Jack Brabham. Utilisant exclusivement le moteur Cosworth et le châssis exceptionnel conçu par Colin Chapman, l'avenir de l'écurie Lotus s'annonce des plus radieux. Guy Ligier doit en revanche se contenter d'une Cooper Maserati peu compétitive, tout comme l'écurie Walker et Pedro Rodriguez. Seul Jochen Rindt parvient à réaliser un temps convenable à bord d'une telle monoplace. Joe Seifert sort, s'offrant une dernière chance de faire exploser le chronomètre. Mais en première ligne, on retrouvera Hill, Brabham et Gurney, suivis de Clark et McLaren sur la 2e ligne. Le jour de la course, le directeur de l'écurie, Roy Salvadori, et Ines Ireland encouragent l'étoile montante Jochen Rindt. Il en est à sa 3e saison chez Cooper et son meilleur résultat remonte à l'an dernier quand il a terminé 2e du Grand Prix des États-Unis. Jackie Stewart discute avec Louis Stanley et son épouse Jean de BRM. Colin Chapman, qui ne veut pas se salir les mains, change des bougies avec Keith Duckworth, le Worth de Cosworth. Ils essayent de trouver ce qui provoque des ratés et ce qui a empêché Clark d'être en première ligne. Peine perdue, durant la nuit on changera tout simplement le moteur de Jim.
Dennis Jenkinson et Phil Hill, qui a mis un terme à sa carrière, sont parmi les spectateurs. La ligne d'arrivée du circuit Bugatti se trouve dans la ligne droite des 24 heures. Il y a donc tout ce qu'il faut pour accueillir les spectateurs. Les Cooper, à l'instar de celle de Ligier, ont un nez raccourci pour améliorer le refroidissement. Finalement, BRM décide de donner le V8 à Jackie Stewart et les H16 à Chris Irwin et Mike Spence. Le père de BRM, Raymond Mays, doit sûrement se demander si le H16 est vraiment une si bonne idée. Je suis sûr que le dessinateur humoristique Russell Brookbank trouvera une manière originale de représenter ce dilemme dans le magazine Motor de la semaine prochaine. Durant les essais, Denny Hulme et sa Brabham BT24, numéro 4, ont tourné à plus de 1 seconde et demie du patron, Blackjack. Les pneus compétition font désormais 12 pouces de large et leurs sculptures se font de plus en plus discrètes. Je pense qu'un jour, pour accroître encore la tenue de route, elles finiront par disparaître, purement et simplement. Le règlement stipule que le système d'échappement ne doit pas dépasser de plus de 25 cm de l'arrière de la voiture. Mais le moteur DFV a besoin de tuyaux longs pour une extraction maximale. Le rusé Collin a donc rajouté un arceau à l'arrière de la boîte de vitesse pour que les extrémités des pots d'échappement soient à distance réglementaire de l'arrière de la voiture. Brabham, Hill et Hammond portent les toutes dernières combinaisons inifugées. Quelques minutes avant le départ, les pilotes sont perdus dans leurs pensées, à l'instar de Jim Clark et Jochen Rindt, murés dans le silence. Les voitures s'installent enfin sur la grille, située en arrière des stands. 20 000 spectateurs seulement ont fait le déplacement, alors que le circuit en accueille 10 fois plus pour l'épreuve reine des 24 heures du Mans. L'atmosphère n'est donc pas particulièrement enflammée. On retrouve donc Hill en pole position, accompagné sur la première ligne de Brabham et Gurney, suivent Clark et McLaren, respectivement sur Lotus et Eagle. Les Eagles de All-American Racer, avec leur nez simple et élégant, ont un air un peu agressif. Tout comme leur insigne, typiquement américain et dont elles tirent leur nom. L'énorme drapeau tricolore qui s'abat devant les voitures donne le départ de la course. Graham Hill conserve sa première place tandis que les voitures s'élancent vers la passerelle Dunlop. Hill mène devant Gurney, Brabham et Clark. À la fin du premier tour, le classement est toujours le même. Mais la Ferrari de Chris Amon a pris l'avantage sur l'Eagle de McLaren. Brabham prend ensuite le meilleur sur Hill. Clark est 3e, Gurney 4e et Amon pointe en 5e position. Hulme est 6e et Rindt un peu distancé 7e. Quant au pauvre Seifert, il est pour l'instant lanterne rouge. Quelques tours plus tard, Hill double Brabham sous la passerelle Dunlop. Clark, avec son nouveau moteur, est dans les échappements des deux hommes de tête. Au tour suivant, il réussit à s'intercaler entre Hill et Blackjack. Les Lotus font pour l'instant un doublé. Rapidement, Clark et Hill creusent l'écart. Avant le S, les voitures appuient à droite pour se faufiler entre les sapins. Guy Ligier est le premier à s'arrêter dans les stands pour faire réparer son accélérateur. Il reprend finalement la course, mais en dernière position. Puis c'est au tour des Lotus de connaître leur premier déboire. Il s'arrête, le différentiel de sa boîte ZF ayant rendu l'âme. Mésaventure qui ne tardera guère à arriver à Jim Clark. Jack Brabham se retrouve alors en tête, suivi par Gurney et son Eagle. L'Américain parvient à faire jeu égal avec l'homme de tête, sans pour autant réussir à le dépasser en raison du tracé du circuit. Amon, décroché par Hulme, est un 4e esselé. Gurney et Brabham, en revanche, se livrent une lutte acharnée pour la première place. Pedro Rodriguez roule bien, jusqu'à ce qu'un joint d'arrivée d'essence cède et que le Mexicain se retrouve noyé par le carburant. Stewart sur BRM remonte au classement grâce aux abandons de ses concurrents, mais il compte déjà un tour de retard. Ligier, quant à lui, en compte bientôt 2 sur Hill et Amon.
Seifert bénéficie également des abandons en cascade, et depuis la disparition de Rodriguez, il pointe en 7e position sur les petits papiers de Rob Walker. Gurney fait bientôt les frais de cette guerre d'usure. L'injection de son Eagle rend l'âme, permettant à Brabham de mener avec une avance considérable. Jochen Rindt est sur le bas-côté. Un des pistons du Velouz Maserati a cédé. Seifert se retrouve 5e et par là même dans les points. Danny Hulme est 2e derrière son patron. Les deux V8 de chez Repco tournent comme des horloges. Heyman est 3e, devançant Stewart et sa BRM 2 litres, qui est à un tour derrière. Chris Irwin, au volant de sa BRM H16, double bientôt Seifert pour empocher la 5e place. Des 16 pilotes présents au départ, seuls 7 sont encore en course, jusqu'à l'abandon d'Heyman sur problème d'accélérateur. Rob et Betty Walker s'apprêtent à fêter ça dignement. La démonstration de Brabham se poursuit. La BRM d'Irwin commence à perdre de l'huile et je me demande s'il va pouvoir arriver au bout. Rodriguez a réussi à emprunter un joint. Il est de retour sur le circuit avec 4 tours de retard, ce qui ne l'empêche pas de rentrer dans les points. Stewart concède de nouveau un tour et conserve sa 3e place. Irwin connaissant des ennuis mécaniques, je me demande si Seifert va pouvoir marquer quelques points. Rob lui fait signe de continuer. Stewart prend un tour à la BRM fatiguée d'Irwin, prêt à le pousser jusqu'à l'arrivée s'il le faut. Rob vérifie les chronos. 2 tours à parcourir. Rien n'est perdu pour Seifert s'il veut décrocher la 4e place. Roy Salvadori, le responsable de l'écurie Cooper, vient présenter ses excuses à Rob quant à la fiabilité du moteur Maserati. Chris Irwin entame finalement son dernier tour. Il est grand temps. La fuite d'huile commence à prendre une ampleur inquiétante. Malheureusement, il ne terminera pas. Gianni Lourani pense que plus tôt ça se terminera, mieux ce sera. Seifert se lance dans son dernier tour. Il va découvrir la BRM d'Irwin arrêtée sur le bord du circuit. Black Jack l'emporte haut la main. 5 pilotes différents ont remporté les 5 premières courses de l'année. Hulme arrive derrière Jack, mais conserve sa première place au championnat du monde. Seifert décroche la 4e place à la plus grande joie du couple Walker. Au championnat, Hulme mène devant Brabham.